Bonjour, Gemara de Rosh Hashanah, la page 11b. On fait la suite directe de notre dernière vidéo, chose qui est évidente puisque vous avez cliqué dessus. Alors on avait dit tout à l'heure, dans la vidéo précédente, qu'on avait fini l'examination de notre dernière braïta. Enfin terminé cette grande braïta qui présentait la position de Rabbi Eliezer et de Rabbi Yoshua à propos de cette discussion sur plusieurs grands événements qui se sont déroulés, soit donc pour Rabbi Eliezer en Tishri ou pour Rabbi Yoshua en Nissan. Bien, magnifique. Eh bien, sachez que l'Agmara a toujours des surprises, on croit qu'on a fini et on recommence. Qu'est-ce qu'il nous dit ici ? Maintenant, on va en fait revoir le point de désaccord sur la création du monde, à savoir quel mois a eu lieu la création du monde. Donc, ils reprennent en fait la Gemara ici, ce point, et on va en fait recommencer finalement à discuter de cette partie-là. Voilà, c'est la Gemara, bienvenue pour ceux qui n'auraient pas compris comment ça marche. On croit qu'on finit et ça revient sur le même sujet quelques temps après. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont pas collé directement à côté de là où on en avait parlé, mais voilà, ils reviennent sur ce sujet. Alors qu'est-ce que nous dit maintenant l'Agmara ? Ve'azedou l'etarmayehu. Alors, d'accord, alors, et Rabbi, alors, sous-entendu, et aussi bien Rabbi Eliezer que Rabbi Yoshua prennent position à propos, conformément à leur raisonnement. Donc ils prennent position dans une autre discussion. Donc ils vont nous rappeler ici une autre braïta, où il y a une autre discussion, et puisque on a vu ce que pensait Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, donc on va voir maintenant, dans une autre braïta, que en fonction de l'un et l'autre, comment déterminer ce que dit cette braïta, et comment comprendre la braïta. Alors écoutez bien, alors c'est intéressant parce que vous allez voir un sujet qui change un peu de l'habitude de ce qu'on a là. Regardez ça. Détania. Voici une braïta qui a été enseignée. Alors, donc justement, apparemment, ils vont discuter, savoir finalement qu'est-ce que dit l'un, qu'est-ce que dit l'autre pour cette chose-là. Alors, qu'est-ce qu'il dit ici ? Bishnat sheshmeot shana lechaye noar bachodesh hasheni b'shivra asar yom lachodesh. Donc, c'est le verset, on avait déjà discuté de ce verset à propos du déluge. À la 600e année de la vie de Noach, au 2e mois, au 10e jour du mois. Maintenant, sur ce verset, il y a eu une discussion apparemment entre Rabbi Yoshua et Rabbi Eliezer, c'est ça. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit ici sur cette discussion ? On va revenir donc sur ce point, parce qu'on a une braïta entière qui ne parle que de ce point apparemment. Rabbi Yoshua nous dit, Rabbi Yoshua Omer, Oto Hayom, Shivara Asar Be'iyaraya. Ce jour-là, c'était le 17 Iyar. Yom Shemazal Kima, Shokea Bayom. Le jour où le Mazal de Kima se couche normalement en journée. Qu'est-ce que c'est que Mazal ici ? Alors ils traduisent en vérité, mais je ne vais pas vous le donner tout de suite. Mais sachez qu'il dit, c'est le jour où le Mazal de Kima, on ne sait pas du tout de quoi il s'agit, se couche normalement en journée. Umayarnot mitma'atin, et où les sources d'eau s'amenuisent. D'accord ? Alors on va voir de quoi il s'agit, justement dans les commentaires qui sont très très longs là. Donc préparez-vous. On va la continuer jusqu'à la fin pour voir quand même rapidement. Umitor she'eshinu ma'asehen, mais puisque cette génération avait modifié ses agissements, d'accord ? Shina Kadosh Baruch Hu Alehem Ma'ase Bereshit. Alors le Saint béni soit-il a modifié à leur égard l'œuvre de la création. Ve'he'ela Mazal Kima Bayom. Et il a fait lever le Mazal de Kima en journée. Alors, Venatal Sheni Kochavim Mikima Ve'evi Mabul Laolam. Et il a ôté 2 étoiles à Kima et a mené le déluge au monde. On apprend des choses, on va faire un peu d'astrologie, voire d'astronomie plutôt. C'est intéressant, vous allez voir. Alors regardez maintenant ce que dit Rabbi Eliezer, et puis on va revenir sur le commentaire de tout ça, parce que les commentaires, c'est ce qui va faire la base de notre vidéo.
Alors, Rabbi Eliezer dit, Rabbi Eliezer Omer, Oto Hayom Shiva Asar Bemar Cheshvan Agam, c'était ce jour-là, en fait, le 17 Mar Cheshvan. Donc, lui, il situe ce jour-là du Maboul, hein, du 17 Mar Cheshvan, c'est-à-dire un mois après Tishri. On a vu que Rabbi Yoshua disait donc le 17 Iyar, c'est-à-dire un mois après Pessah. Kima Ole Bayom, Yom chez Mazal Kima Ole Bayom, le jour où le Mazal de Kima se lève le jour. Ou Marianot Midgaberim, et les sources d'eau se fortifient. Ou Mitor Sheshinu Meraseen, mais puisque cette génération avait modifié ses agissements, Shina Kadosh Baruch Hu Aleim Marase Bereshit, le Saint béni soit-il fait modifier à leur égard l'œuvre de la création, Ve'elam Mazal Kima Bayom, et a fait lever ce Mazal de Kima en journée, Ve'natal Shne Kochavim, Ve'hevi Maboul La'olam, et il lui a ôté 2 étoiles et a mené le déluge dans le monde. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit qu'on a un désaccord entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua sur le moment du déluge, en fait. Un va te dire que c'est juste après Tishri, l'autre va te dire que c'est après Nissan. Hein. Donc, quand est-ce qu'a été créé le déluge? Il a été créé pour Rabbi Eliezer en Tishri, puis il va se déferler en Mar Cheshvan, le 17. Et pour Rabbi Eliezer, et pour Rabbi Yehoshua, donc pour lui, ça a été créé en Nissan, et il va se déferler en... alors vous allez me dire, il va se déferler, pardon, je termine ma phrase, il va se déferler en Iyar, le 17. Donc ici, qu'est-ce qu'on voit en fait? Alors, il y a une étrange... alors, on pourrait aller tout de suite à la suite et essayer de faire l'analyse comme on a fait depuis le début, hein, analyse simple, quoi. Mais... j'ai envie de revenir quand même sur cette braïta parce qu'il y a quand même des choses étranges. Qu'est-ce que c'est que le mazal? Tout le monde connaît hein, des expressions à propos du mazal. On dit souvent mazal tov, je ne sais quoi. Mais ici, alors il faut savoir d'abord que mazal ici, il a un dagesh dans le zayin. Ça veut dire que c'est un peu différent du simple mazal qui en général peut se traduire par chance. Voilà. Mais en fait, ici on a une traduction qui est la constellation. Il parle de la constellation de Kima. Mais qu'est-ce que c'est que la constellation de Kima? Eh bien, sachez-le, apparemment, on a ici des descriptions de constellations, de groupes d'étoiles, comme on le fait dans l'astrologie. C'est pour ça que j'ai dit astronomie, astrologie, parce qu'ici, il est en train de décrire, la Gemara est en train de nous décrire des positions d'étoiles avec une forme qui s'appelle Kima. Alors ça, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais on va essayer justement de voir maintenant qu'est-ce que dit finalement le commentaire pour expliquer ce que raconte en réalité ici ces deux braïtas. En tout cas, bon, le point commun des deux, c'est qu'ils font leur réflexion en fonction de 2 choses qui se seraient passées dans les étoiles. Hein. C'est-à-dire qu'il y a une constellation qui soit se couche, soit se lève. Donc, c'est-à-dire on est dans une saison particulière, parce qu'en fonction des saisons, les constellations vont se déplacer. Enfin, ne seront pas au même endroit dans le ciel. C'est pas logique. Hein. Enfin, c'est logique pour ceux qui font un peu d'astronomie. C'est-à-dire que les constellations, c'est l'observation des étoiles dans le ciel. On est d'accord? Bon, alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Comment on observe le ciel? Eh bien, en fonction d'une saison par rapport à une autre. Comment ça marche une saison? Vous avez le soleil, imaginez le soleil au centre, et la Terre qui fait le tour autour du soleil. Eh bien, les saisons, imaginez même sans avoir de texte, de dessin ni rien, hein, rien qu'à l'écoute comme ça, vous avez le ciel au centre, le soleil pardon est au centre, et vous avez la Terre à votre droite. Eh bien, si votre Terre est à droite, d'accord, vous le mettez sur le même plan, d'accord, dans une feuille de papier, vous avez la Terre, et vous mettez juste la terre, le soleil au centre et la Terre à droite. Faites un tour tout autour du soleil pour la mettre à gauche. Eh bien, quand elle est à droite, vous pourrez dire que c'est l'été, par exemple, et quand elle sera à gauche, vous pourrez dire, par exemple, que c'est l'hiver. Quand elle est à droite, le soleil cache une partie des étoiles. Et donc, ce qu'on va voir dans le ciel, on va voir un certain nombre de constellations dans le ciel, des groupes d'étoiles dans le ciel, à partir de cette position à droite du soleil. Et le soleil va rester là à sa place. Donc, il y a des étoiles qu'on ne verra plus pendant un certain temps. D'accord? La Terre a beau tourner autour d'elle-même,
elle a besoin d'être de l'autre côté du gauche pour pouvoir observer un certain genre d'étoile. Donc, qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit que quand elle est à droite, on voyait quelque chose dans le ciel qui se couchait en journée. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire en gros, la position de cette constellation qui s'appelle Kima était dans une position bien précise, d'accord? Et puis quand elle est, mais c'est parce qu'on était en hiver. Puis quand tu te retrouves en été, elle est dans une autre position, celle du coucher. Alors pour Rabbi Yoshua, puisqu'il le place en Iyar, on est plutôt vers le printemps, donc, d'accord? Puisque Nissan Iyar, c'est le printemps. Donc on est, entre guillemets, à droite le printemps et on observe la constellation qui se couche en journée. Alors que pour Rabbi Eliezer, on est de l'autre côté du même plan, c'est-à-dire que la Terre, au lieu de la mettre à droite, elle est complètement à gauche, et donc on est en automne. Et l'automne ici, ça va être Tishri Marcheshvan, d'accord? Et à ce moment-là, la constellation de Kima se lève le jour. Donc pour Rabbi Yoshua, elle se couche, pour Rabbi Eliezer, elle se lève, et donc c'est ce qui fait la différence de l'un des autres. Alors maintenant, regardons. Le commentaire, on va le lire, qui est énorme. On y va. Alors ça, c'est pour un petit commentaire personnel, pour essayer de comprendre voilà, comment se situer dans cette idée. Cette idée tout simple, là, pour le moment, c'est tout simplement que les deux décrivent, en fait, des saisons. D'ailleurs, quand tu regardes la suite du passage, il dit que... Alors après, implication de cette braïta, il te dit que les sources d'eau souterraines s'amenuisent. Bah, ça veut dire qu'on est au printemps, et c'est à ce moment-là que les sources d'eau commencent à baisser. Alors que pour Rabbi Eliezer, qui pense qu'on est en automne, c'est à ce moment-là que la pluie commence à tomber, donc elle se fortifie. Donc les sources d'eau se fortifient. Donc on est vraiment dans une situation où on parle de saison vis-à-vis de ces constellations. Mais quelle est leur réflexion pour déterminer que les constellations sont comme ci ou comme ça? Alors justement, il te dit qu'on est dans une situation particulière. On est en train de parler d'un moment qui est de l'année du déluge. Or, cette année-là, le déluge, on te dit que les générations étaient mauvaises. Et donc, ce qu'ils se disent les deux, ils disent que la génération, à cause du mauvais agissement de cette génération, Dieu a modifié ses agissements par rapport à la nature. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Au lieu de se coucher, la terre s'est levée. Au lieu de... Pardon, je recommence. C'est-à-dire que, alors qu'on était censé être au printemps, la constellation de Kima s'est levée en journée, alors qu'elle aurait dû être couchée. Vous comprenez? Et pour Rabbi Eliezer, c'est l'inverse. On était au début de l'automne, on était en automne, et parce que le comportement, les agissements des gens de la génération du déluge se sont mal comportés, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a changé le cours de la nature, et la constellation, au lieu de se coucher en journée, s'est levée en journée. Donc, chacun, il a vu une sorte de machin. Et pareil, il y a eu il y a un phénomène qui a été levé, qui a été soulevé par la Gemara, qui dit que dans cette constellation de Kima, il y a eu à l'intérieur, il y avait des étoiles, et deux étoiles particulières bien brillantes étaient tout le temps là-bas, apparemment, et pendant le jour ce serait intéressant d'aller vérifier ça de façon astronomique, Eh bien, pendant le déluge, le jour du déluge, l'année du déluge, ces deux étoiles ont disparu. On pourra penser à une sorte de supernova, ou je ne sais quoi, ce qui se trouvait là-bas, en tout cas qui appartenait à ce groupe d'étoiles, et il dit que Dieu a enlevé deux des étoiles qui étaient là-bas. Et ces deux étoiles, ça a amené le déluge au monde. Ok? Et c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire que les étoiles qui se sont détachées ont provoqué un déluge. On peut imaginer, par exemple, l'idée par exemple, la comète de Halley, on sait qu'elle fait le passage tous les 70 ans. On pourrait imaginer très bien que le déluge est le résultat d'une chute d'un immense bloc de glace qui, en tombant sur la Terre, a renforcé les pluies, tout simplement, et a fondu entièrement. Et du coup, ça a créé, je sais pas moi, la montée des eaux telle qu'on connaît de l'histoire du déluge.
on pourrait imaginer aussi, je sais pas, des météores qui se seraient écrasés sur les pôles glaciers, hein, sur les glaciers, et ayant relevé la température de façon drastique dans les endroits où se trouvaient finalement comment on appelle ça, les fjords, hein, tout ça, et on parle de 2 étoiles qui sont tombées en fait. D'accord, hein, l'idée de 2 étoiles qui sont sorties de Kima. Alors on peut imaginer un système, pour essayer de trouver, d'un point de vue astronomique, si la chose a eu lieu, il faut essayer de trouver l'année précise donc, qui est donnée du calendrier juif du déluge, d'essayer de déterminer quelle était cette constellation qui était observable, lever le jour, lever la nuit, etc. Essayer de comprendre qu'est-ce qui provoque un changement radical de saison, qui change que la constellation change de côté. Donc on peut imaginer 3 choses. On peut imaginer que la Terre s'est déplacée. On peut imaginer que des météores sont tombés et ont, comment on appelle ça, ont touché véritablement les endroits où il y avait de la glace. Ou on peut imaginer que ce sont des comètes qui sont tombées et qui ont fondu et qui ont créé un surplus d'eau. Et le temps que la glace ne fasse durcir les pôles, eh bien l'eau a immergé toute la planète à ce moment-là. On peut imaginer une troisième option. On peut imaginer comment ça s'est déroulé par exemple. On peut imaginer très bien que, puisqu'il dit qu'il y a une constellation et que les étoiles, l'effondrement de ces 2 étoiles, ont provoqué le déluge. Et on voit que les constellations ne sont plus au même endroit. Mais si on change de référentiel, les constellations qui ne sont plus au même endroit, en fait, c'est la Terre qui s'est déplacée. Et donc, l'événement astronomique qui a fait s'effondrer 2 étoiles qu'on pouvait observer dans le ciel a très bien pu déplacer la Terre de sa trajectoire normale, accélérer par exemple la rotation de la Terre, je ne sais pas. C'est très possible. Hein. Enfin, il y a moyen d'aller creuser sur une idée que la Terre se serait désaxée à cause de l'effondrement de 2 étoiles lointaines, de 2 supernovas, 2 étoiles qui étaient proches apparemment l'une de l'autre, qui se sont effondrées l'une à côté de l'autre, et qui auraient provoqué une onde de choc qui, en déplaçant la Terre, lui fasse changer de saison, tout simplement. Et au lieu d'être à droite, elle s'est retrouvée à gauche du Soleil. Elle a été, alors sans passer dans le Soleil, mais elle a changé la courbure du Soleil et de voir si un événement comme ça aurait pu avoir lieu et déplacer des planètes. Est-ce qu'il existerait une sorte d'onde gravitationnelle, ça j'en sais rien, mais une onde de choc telle que dans l'ensemble de l'univers, il y ait un déplacement de planètes ou de systèmes solaires carrément à cause de cet effondrement. Il y a matière à réfléchir pour les astronomes qui veulent s'amuser à essayer de déterminer quel était l'événement de ce, on va dire scientifiquement, de ce qui est décrit ici dans la Gemara comme étant la source du déluge au fond, du moins d'un point de vue physique. D'accord ? Il y a la décision divine, ça, il n'y a pas de doute. Mais dans cette décision divine, quels sont les outils dans le ciel qui ont, au fond, fait transformer et changer radicalement la situation de la Terre à ce niveau-là. Alors maintenant, regardons le commentaire, parce que je ne l'ai pas commenté. Je ne l'ai pas commencé, ça c'était juste une interprétation un peu personnelle, un questionnement de la fibre science qui peut rester quelque part parfois. Alors, pendant le mois de Iyar, la constellation, donc c'est le Mazal ici, il faut le prendre dans le sens de constellation, c'est-à-dire, comme vous connaissez dans l'astronomie classique, vous aviez, alors justement, il y a un petit tableau très sympathique ici, et c'est assez amusant parce que vous avez ici le nom hébraïque avec comment on appelle ça, le nom hébraïque des constellations telles qu'ils sont connues en fait dans l'astrologie classique et donc l'astronomie aussi, puisque ça reste des groupes d'étoiles sur lesquels on a donné un nom particulier. Et ils utilisent ici, alors on a le bélier ou l'agneau, hein,
et Thalès, le taureau, etc. Et donc le nom astronomique qui est connu, c'est le bélier, le taureau, le gémeaux, le cancer, le lion, le vierge, le balance, le scorpion, le sagittaire, le capricorne, le verseau, le poisson. Donc tout ça, c'est véritablement ce que les gens connaissent, on va dire, de culture générale. Hein. Alors vous avez en hébreu, ça vaut pas, c'est pas la peine de le lire en hébreu, mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'on voit qu'il y a une sorte de, comment on appelle ça, une sorte d'équivalent dans ce tableau, qui sont donc liés au cycle solaire. Alors vous vous rappelez, dans une vidéo précédente, on avait expliqué qu'il existe deux façons de déterminer les mois juifs, soit lunaire, soit solaire, et qu'en fait, c'est lunisolaire, et on rajoute un mois tous les 2 ou 3 ans pour réajuster le lunaire au solaire. Mais, dans l'idée du calendrier solaire, on avait dit que, en fait, il existait déjà comment on appelle ça, il existait un découpage des mois solaires, et ces mois solaires ont des noms liés aussi aux mois juifs, c'est-à-dire qu'on lui remet les mêmes noms que les noms des mois juifs. Et donc on a deux façons de concevoir le mois dans lequel va tomber le mois solaire en question. Alors nous, on connaît janvier, février, mars, avril, mais ici, ils nous disent que bélier correspond à Nissan, le taureau correspond à Iyar, le gémeau correspond à Sivan, etc., etc. Alors vous vous rappelez, alors par exemple, on avait les gémeaux, qui sont appelés les jumeaux, et justement, comment s'appelle, on avait expliqué l'histoire des Théomim, d'accord, le mois des Théomim. Eh bien, Théomim, ici, c'est le jumeau, hein, effectivement, ce sont des jumeaux. Et on avait décrit ça plutôt comme les puissants. Est-ce que je me trompe par rapport à ce qu'on avait dit la dernière fois? Je ne pense pas que je me trompe. On avait dit ça dans la page 11a, hein, à un moment donné, et à propos des patriarches, si vous vous rappelez. Et on avait identifié justement l'idée de la puissance, et que cette puissance indiquait, pour le coup, en tout cas dans la position de Rabbi Yehoshua, comme étant celui de Nissan. Parce que c'était celui des mois des puissants. Donc il dit comme ça, Ha-etanim. Alors je me trompe, Mechila, j'ai confondu, c'est une petite inversion des lettres. Théomim et etanim. Etanim, Théomim, ça n'a rien à voir. Donc les Théomim, c'est bien que les jumeaux. J'ai fait une réflexion qui ne servait à rien, le genre de choses que je devrais effacer dans un montage, mais je ne vais pas faire de montage comme je l'ai dit au tout début de cette série. Alors, bon, c'est bien de se tromper de temps en temps. Alors la suite de notre commentaire. Pendant le mois de Iyar, je répète, la constellation de Kima ne se lève pas au-dessus de l'horizon oriental le jour, mais aux 2 dernières heures de la nuit. Donc, la constellation de Kima, au mois de Iyar, se lève, d'accord, ne se lève pas au-dessus, mais se couche, d'accord. C'est-à-dire que quand elle se lève aux 2 dernières heures de la nuit. C'est-à-dire que quand est-ce qu'on peut observer cette constellation? Quand la nuit arrive uniquement, aux 2 dernières heures de la nuit. Donc elle ne se lève pas au-dessus de l'horizon le jour. D'accord? On ne les voit pas arriver pendant le jour, mais elles ne se lèvent que pendant les 2 dernières heures de la nuit, donc on ne peut les observer que le soir, juste à la fin, comme ça. Au cours de la trajectoire qu'elle décrit sur son orbite annuelle, nous dit le commentateur, alors ça c'était Rachi qui a expliqué ça, comme quoi, déjà à l'époque on se posait quand même des questions sur les étoiles. Alors au cours de la trajectoire qu'elle décrit sur son orbite annuelle, la Terre se retrouve de différents côtés du Soleil par rapport aux étoiles fixes. Ben, c'est bien, ils sont en train de dire ce que j'ai raconté, mais c'est cool, je n'avais pas lu. Hein. Bon, bah, très bien, voilà, c'est ça. Donc en gros, la Terre se trouve aux différents côtés du Soleil par rapport aux étoiles fixes. Donc les étoiles sont fixes, et la Terre se trouve donc ici ou là par rapport au Soleil. Il s'ensuit que l'arrière-plan sidéral dans lequel apparaît le Soleil change constamment. C'est ce qui fait dire que le Soleil évolue à travers les étoiles au cours de l'année. Alors, donc c'est plus que ça, hein, c'est le Soleil qui bouge, ok, dans les étoiles, et pas seulement la Terre elle-même qui bouge autour du Soleil. En relevant la position du Soleil parmi les étoiles de son lever, chaque matin. Effectivement, hein, j'ai oublié de préciser, effectivement, le système solaire n'est pas stable. Hein. Enfin, il est stable en tant que système, mais lui-même bouge aussi. Bon, alors reprenons. En relevant la position du Soleil parmi les étoiles à son lever chaque matin, on peut tracer et définir un grand cercle sur la sphère céleste. Ce cercle se nomme écliptique. D'accord. On parle du cercle écliptique, ok, soit la trajectoire du Soleil à travers les étoiles.
Donc on montre en quelque sorte la direction que prend le Soleil sur sa trajectoire. Hein. Les étoiles immédiatement au-dessus et au-dessous de l'écliptique forment une bande nommée ce qu'on appelle le zodiaque. Et cette bande, eh ben c'est de là que viennent les signes du zodiaque en fait. D'accord, cette bande se divise en 12 parties égales qui concernent chacune un certain nombre d'étoiles regroupées en constellations. En un an, le Soleil accomplit une révolution complète le long du zodiaque, tout simplement. Donc on est en train de parler des signes astrologiques et de comment se forment finalement les constellations du zodiaque. Donc durant chacun des 12 mois, le Soleil nous apparaît comme se levant dans une constellation différente. Donc on a l'impression que le Soleil se lève dans une constellation différente. On trouvera ci-dessous un tableau des 12 constellations, donc c'est ce que je vous ai donné, et on appelle ça, nous, les mazalot. Les mazalot, ce sont les constellations. D'ailleurs, l'expression « en mazal Israël », ça veut dire en fait que le mazal ne touche pas le peuple juif. Ça veut dire tout simplement qu'il n'existe pas de zodiaque pour nous. C'est-à-dire qu'au sens où, si le zodiaque existe pour un non-juif, que l'astrologie peut marcher pour lui, il ne marche pas sur les juifs. Ça n'influence pas le peuple juif. Donc, on voit ici ces constellations qui sont associées aux mois qui leur correspondent, et il convient de noter toutefois que l'apparition d'une nouvelle constellation ne coïncide pas toujours avec le début du mois. Donc ici, dans ce tableau, quand je vous ai décrit Nissan, Iyar, Sivan, on voit que des fois, ça change évidemment, puisque c'est un calendrier, les noms astronomiques dépendent en fait de mois qui sont liés à des mois solaires, alors que les mois non solaires, lunaires, ne sont pas tout à fait pareils, donc évidemment ça sera décalé. Donc les constellations sont liées au cycle solaire, c'est pour ça que c'est comme ça, voilà. En raison de la rotation qu'effectue la Terre sur elle-même, des étoiles se lèvent à l'est, tandis que d'autres se couchent à l'ouest. Alors qu'une constellation apparaît à l'est, une autre disparaît lentement à l'ouest. Hein, vous avez compris ça? C'est-à-dire que quand la constellation de lune va arriver par la droite, elle va partir, l'ancienne va partir à gauche ou à l'inverse, parce que je ne sais toujours pas ce que c'est que l'est et l'ouest. C'est d'ailleurs le même phénomène qui préside au lever et coucher journalier du Soleil. Bon, c'est le même problème. Le processus dure en fait 2 heures, et au bout de 2 heures, la nouvelle constellation s'est complètement levée, et une autre commence à se lever derrière elle, tandis que la constellation qui s'est couchée est entièrement descendue sous la ligne d'horizon occidentale. Au cours des 24 heures, les 12 constellations se succèdent à l'horizon. Donc en fait, on peut voir toutes les constellations chaque jour, parce que c'est alors d'accord, elles se trouvent dans un plan particulier qui permet de les observer, et non pas comme ce que j'avais décrit moi par rapport aux saisons. Elles ne sont pas cachées vis-à-vis des saisons. Elles sont cachées vis-à-vis de la rotation de la Terre, en fait. Mais selon les saisons, la rotation n'étant pas la même quand on est à droite du Soleil ou à gauche du Soleil, et selon la saison, c'est ce qui va peut-être changer le fait qu'elles arrivent par en haut ou par en bas. Bon. Ok. Au cours des 24 heures, les 12 constellations se succèdent donc à l'horizon toutes les 2 heures. 6 constellations le jour et 6 autres la nuit. Bien entendu, les étoiles défilent le jour sont invisibles car la luminosité est masquée par le Soleil. Donc elles sont devant le Soleil. Voilà. Oui, c'est un petit. Ça correspond finalement en réalité, puisque bon, c'est vrai que le Soleil n'est pas très gros, donc il ne peut pas cacher tout l'espace. Mais quand il fait jour, tu ne peux pas voir les étoiles, donc tu ne peux pas les voir quand elles apparaissent théoriquement devant toi. Donc ça correspond bien finalement à ce que je disais. Je ne me suis pas tant que ça trompé. De la sorte, la position des constellations indique non seulement le mois précis de l'année, parce que la rotation annuelle de la Terre, parce que c'est à cause de la rotation annuelle de la Terre autour du Soleil, mais aussi au moment où chaque jour. Bon, j'ai pas si mal expliqué tout à l'heure. J'avais expliqué en plus simple, mais c'est pas si loin. Très bien. La constellation qui correspond au premier mois de l'année, au Nissan. Donc quand on est en Nissan, c'est a priori le Bélier qui arrive en premier. Et donc pendant tout le mois de Nissan, le Bélier apparaît à l'aube sur la ligne d'horizon orientale, tandis que la 7e constellation, la Balance, commence à se coucher. Hein? Donc vous voyez que Bélier, où se trouve le Balance? D'accord. Donc en fait, on a à chaque fois 6 constellations visibles dans le ciel, et pendant qu'une se lève à l'extrémité, l'autre se couche à l'autre extrémité, mais à chaque fois sur une distance de 6 constellations. Donc ici, par exemple, vous avez le Bélier, le Taureau, le Gémeaux, le Cancer, le Lion, le Vierge, la Balance. Donc quand le Bélier apparaît dans l'horizon oriental, il se couche du côté occidental, c'est-à-dire la Balance se couche du côté occidental. Et cela, donc, en fonction des saisons, gentiment mais souvent. 2 heures plus tard, le Bélier s'est complètement levé et la Balance est complètement couchée. Le Taureau commence à se lever et le Scorpion, qui est après la Balance, se couche.
etc., etc. Et ça, c'était pendant le mois de Nissan. Au mois de Iyar, qu'est-ce qu'on a? La constellation qui se lève au point du jour est donc le taureau, le bélier qui se manifeste avant le taureau. D'accord? Donc Kima est une constellation mineure située à la queue du bélier. Donc en fait, la fameuse constellation qui est citée dans notre Gemara, ce Mazal qui est cité dans la Gemara, est en fait un morceau du bélier, de ce qu'on appelle la constellation du bélier chez les astrologues. Aussi, pendant le mois de Iyar, Kima, qui est donc la queue du bélier, se lève la nuit et se couche pendant le jour. Rabbi Yoshua affirme que le 17 Iyar correspond à une date où cette constellation se couche normalement 2 jours. Okay, d'accord? Il reste toutefois un point éclairci. Rashi explique qu'en Iyar, Kima se couche pendant la journée. Mais ceci n'est pas strictement exact puisque le bélier qui se lève, en même temps que Kima, au cours des 2 dernières heures de la nuit, n'atteint son zénith qu'au bout de la 4e heure de la journée, donc ne commence à décliner en direction de l'horizon occidental qu'à partir de ce moment-là. Oh là là, ça devient compliqué. C'est du calcul d'astrologie, d'astronomie. Alors, comment dès lors Rashi affirme-t-il qu'en Iyar, Kima se couche pendant le jour, alors qu'en réalité, cette constellation continue de monter pendant une partie appréciable de la journée? Alors, le Gra, un autre commentateur, va nous expliquer un fait bien connu de ceux qui sont versés en astrologie, à savoir qu'en principe, une constellation exerce son influence uniquement pendant les 2 premières heures de son ascension au-dessus de la ligne d'horizon orientale. Donc, alors là, on parle d'astrologie vraiment, là, c'est plus de l'astronomie, c'est plus des trucs bizarres comme ça, l'astrologie. Ils te disent que les astrologues, hein, ils appellent ça, vous savez, je crois que dans l'astrologie, oui, ils appellent ça le quart, comment ils appellent ça? Je sais plus, il y a une espèce de nom particulier. Enfin bon, peu importe. Ensuite, et malgré la poursuite de son ascension physique jusqu'au zénith, la constellation se couche pour ainsi dire. C'est-à-dire qu'elle grandit, mais elle est déjà en train de se coucher, j'ai compris. Parce que son pouvoir dit influenceur sur l'être humain, en tout cas chez les non-juifs, je ne sais pas, en tout cas chez eux, c'est pas tant que ça, a priori, ce pouvoir d'influence disparaît après 2 heures. Et donc, pour Rashi, quand Rashi dit qu'il est en train de se coucher, c'est qu'il a déjà perdu son pouvoir d'influence, tout simplement. Voilà ce qu'il voulait dire. Donc, son pouvoir est en train de décliner, il se couche, ça veut dire il décline. Puisqu'en Iyar, Kima se lève la nuit, elle n'exerce qu'une petite influence le jour. C'est pourquoi on dit qu'elle se couche pendant le jour. Bien. Alors, il a lieu d'ajouter que si Rashi et Tosfot situent Kima à la queue du bélier, d'autres autorités, en revanche, la situent ailleurs. Donc tout le monde n'est pas d'accord sur où se trouve cette fameuse constellation de Kima qui de toute façon a perdu 2 étoiles. Et pourquoi ça s'appelle Kima d'ailleurs? Alors le Shulchan Aruch pense que Kima se trouve à la tête du taureau. Donc bon, on est à côté de bélier, mais c'est soit l'un soit l'autre quoi. C'est un groupe d'étoiles qui se trouve entre le bélier et le taureau apparemment, voilà. Une thèse soutenue par le Perush Rambam sur Rosh Hashanah, etc. Bon, on voit que certains pensent que c'est la tête du taureau, bon peu importe. Hein, c'est un groupe d'étoiles qui se trouve dans les constellations du zodiaque telles que vous les connaissez. Mais il faut juste comprendre que c'est soit la queue du taureau, soit la queue du bélier, pardon, soit les cornes du taureau. Et que peut-être que, moi, si j'étais objectivement, peut-être qu'on aurait même un mélange de queue du bélier et de la tête du taureau, et qu'il y avait 2 étoiles au milieu, qui faisaient une sorte de jonction entre ces machins, et ce qui fait qu'il y avait une autre astrologie à l'époque, du déluge, hein, ou du Talmud, et qui fait que peut-être... je sais pas, en disparaissant, ils ont été obligés de repositionner et de créer le bélier ou le taureau. Puisqu'il y a 2 étoiles qui ont disparu d'après ce que nous dit la Gemara. Bon. Il y a lieu d'ajouter que si Rashi... Alors, bon, on a fini sur ce point. Alors, je vais reprendre ma braïta, puisqu'on va continuer maintenant avec des commentaires sur la braïta elle-même. Voilà, en tout cas, on a fait un tour un peu d'astrologie, un peu d'astronomie. On va peut-être s'arrêter là, on va reprendre cette Gemara au début, mais directement en français, cette braïta, parce que la partie sur l'astrologie était un peu longue. J'espère que c'était pas trop ennuyant, parce que sans dessin et sans schéma, c'est un petit peu difficile comme ça à la voir. Bon, allez, à la prochaine, et en espérant que vous restez intéressés. À plus.